Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Pierre Larouturou, le président, fondateur et porte-parole de Nouvelle Donne, un nouveau parti politique qui a fait un bon score aux européennes. Bonjour Pierre Larouturou. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Philippe Lemoine, éditorialiste société à Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes, sont aussi avec moi. Ils vont co-présenter l'émission. Je vous rappelle très rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux, #directpolitique. Alors Pierre Larouturou, la grande annonce d'aujourd'hui, c'est cette annonce de François Hollande de la réforme territoriale dans une tribune à la presse régionale. Cela revient à passer de 22 à 14 grandes régions françaises. Est-ce que c'est une réforme à laquelle vous adhérez ? Le fait qu'on peut simplifier notre organisation, sans doute. Après, c'est-à-dire que c'est une grande réforme, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Il faut voir comment ça s'organise vraiment. Je ne sais pas si les citoyens et les élus ont été vraiment consultés. Et puis, il faut voir quelle est l'efficacité nouvelle que ça donne. Par ailleurs, on avait dit qu'on allait faire 11 milliards d'économies sur les collectivités. Je ne suis pas sûr du tout qu'on fasse 11 milliards d'économies. Et on en a à voir s'il faut faire des nouveaux hôtels de région, parce qu'on ne va pas prendre l'hôtel de région qui existait, on va en faire un au milieu. Donc, écoutez, on va voir, c'est peut-être un peu trop tôt pour... Alors, il y a beaucoup de régions dans cette réforme. Enfin, il y a quelques régions qui ne bougent pas, la Bretagne, les Pays de la Loire, alors qu'on avait parlé plutôt d'un chamboulement. C'est une déception pour vous ou Écoutez, ce qui est étonnant, c'est qu'on le fasse décider par une seule personne, que même les ministres apprennent en lisant la presse ce matin. Ça montre l'importance de la presse régionale, mais sinon, ça donne l'impression quand même qu'on est dans un système vraiment monarchique, où pendant 2 ans, on n'a rien fait sur ce sujet. Pendant 2 ans, on n'a rien fait, alors que c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on améliore le fonctionnement des services publics et des politiques, des territoires? C'est un vrai sujet. On n'a rien fait pendant 2 ans, et puis tout d'un coup, là, le président décide de faire quelque chose. Les gens ne sont pas vraiment consultés. On va voir. Mais de toute façon, ce n'est qu'un petit bout de la réforme, il n'y a rien sur les départements, il n'y a rien sur les intercommunalités, donc on est encore loin de la grande réforme. À votre avis, il fallait un référendum pour un sujet comme ça, qui touche quand même au cœur des gens, et il y a quand même une notion assez identitaire dans des régions comme la Bretagne, comme les Pays de Loire peut-être. Le référendum peut être une bonne façon de faire, oui, mais il faut d'abord du débat. Le référendum, surtout dans le climat politique actuel, si on ne veut pas que ce soit juste 80% des gens qui disent non à François Hollande, c'est bien de savoir de quoi on parle et en quoi ça concerne notre vie quotidienne. Et montrer que les solutions ne sont pas forcément les mêmes au Béarn ou au Pays Basque, en Bretagne, en Île-de-France et à Strasbourg. Alors on l'a vu en Alsace, il y a eu un référendum il y a quelques années qui a abouti à un non massif. Oui, parce que vraiment c'est la solution pour réformer oui, s'il y a un débat de qualité, si ce n'est pas des enjeux politiciens. En Alsace, on a vu comment c'était assez ridicule. Je me souviens à l'époque, j'étais au PS et ça m'avait frappé de voir que le PS d'un département appelait à voter oui, le PS du département d'à côté appelait à voter non. C'était pas mal pour des tambouilles internes et savoir si Tartampion allait garder son poste et s'il y avait un deal avec Tartemuche. Donc le problème, c'est que vu la gravité de la situation sociale et politique dans notre pays, je crois qu'on en a tous marre de ces petits arrangements entre amis et de ces fausses réformes. C'est un peu ce qui a l'air de se passer aussi actuellement avec la région. On voit que, par exemple, Bretagne et Pays de Loire, les Bretons sont pour le rattachement des Pays de Loire, là où les élus des Pays de la Loire préféreraient être rattachés à Poitou-Charentes. Donc il y a forcément cette tambouille politique, quand bien même les gens sont du même parti. Oui, je ne suis pas naïf, c'est jamais très facile, mais je pense que si on a un vrai débat un peu serein et si on met les citoyens dans la boucle, on peut débloquer des situations. Mais par contre, je pense que le référendum, c'est vrai sur la réforme des territoires, mais c'est vrai aussi si on voulait vraiment en finir avec le cumul des mandats, si on voulait vraiment mettre en place un statut de l'élu, si on voulait vraiment une nouvelle république. On est le seul pays du monde où on a un monarque comme ça. En Allemagne, si le chancelier ou la chancelière ne fait pas son boulot, en 3 semaines, Helmut Schmidt avait été remercié. En 3 semaines, Margaret Thatcher avait été remerciée. Obama passe son temps à négocier avec le Congrès. On est le seul pays du monde, le seul pays où les ministres, les députés, les citoyens apprennent en écoutant la radio quelles sont les décisions. Là, c'est une réforme moyennement fondamentale, mais il y a d'autres réformes sur la question des retraites, sur la question de l'emploi, sur la question de l'Europe. On n'a rien fait sur l'Europe depuis 2 ans. Je raconte dans ce livre comment même Jean-Marc Ayrault, il y a un an, Jean-Marc Ayrault, non mais il y a un an, Jean-Marc Ayrault me disait qu'il n'en pouvait plus de l'inertie de François Hollande sur l'Europe. Donc il y a un vrai problème de démocratie. On a élu quelqu'un pour 5 ans parce qu'on en avait marre du précédent. Est-ce qu'on lui laisse toutes les manettes ou est-ce qu'on met en place vraiment un système démocratique en France? Et là, pardon, je finis, là le référendum pourrait être utile. Moi, je rêve qu'après 3 mois de négociation sur un nouveau contrat social, après des mois de travail sur un nouveau contrat démocratique, ça aurait de la gueule que le même jour, on adopte un nouveau contrat social, un nouveau contrat démocratique par référendum. Ça aurait de la gueule pour relancer notre pays. Pierre Larouturou, on va rentrer dans tous ces sujets. D'abord, les européennes, c'est l'élection qui vient de se dérouler en France. Vous avez fait un assez bon score pour un parti qui existe depuis quelques mois. Vous avez avoisiné les 3%. On a dépassé les 3% et presque 600 000 citoyens. Voilà, donc on a eu beaucoup de questions cette semaine
semaine d'internautes qui nous ont dit c'est quoi la suite. Alors on a Bond008 qui vous demande quelle stratégie pour transformer l'essai, donner de l'ampleur à Nouvelle Donne. Petitno32, comment Nouvelle Donne va se positionner sur un projet de gouvernement pour 2017 et avec qui. Et un autre internaute qui vous demande si vous allez participer à des primaires à gauche. C'est quoi la suite ? La suite, c'est d'abord, on est très heureux effectivement d'avoir eu presque 600 000 citoyens qui ont voté pour Nouvelle Donne, alors qu'on a eu 20 secondes sur France 2, 0 secondes sur TF1. Donc c'était pas facile de faire campagne dans ces conditions, mais partout les salles étaient pleines. Quand on allait à Brest, à Nantes, à Toulouse, les salles étaient pleines et à chaque fois c'était 600, 700 personnes qui prenaient toute une soirée pour réfléchir. Donc la prochaine étape maintenant La pour prochaine Nouvelle étape, Donne. c'est que tous ceux qui ont voté pour nous peuvent adhérer. Là, on a gagné 1000 adhérents depuis une semaine. Je pense qu'on est le seul parti républicain. On est, je pense, le seul parti républicain qui a vu ses effectifs augmenter de 1000 personnes, 1000 adhérents de plus en une semaine. Des jeunes, des vieux, des salariés, des paysans, des patrons de PME. Je crois qu'il y a une attente chez les citoyens, il y a une colère. Il y a une vraie colère contre les gros nuls qui nous dirigent depuis 30 ans. Ça devient insupportable. Leur bilan est catastrophique et toutes les semaines, il y a un nouveau scandale. Donc il y a une vraie colère tout à fait justifiée. Et en même temps, il y a la volonté de prendre sereinement le temps de réfléchir pour des solutions. Et donc la prochaine étape, on va avoir des journées d'été à la fin du mois d'août. On sera 1000 ou 2000 à se retrouver. On va se former, passer un combat intellectuel. Beaucoup de gens désespèrent dans notre pays. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de solution contre le chômage et contre la précarité. Beaucoup de gens pensent qu'on est condamné, que le pays est condamné. Et nous, on veut montrer, on ne va pas se mettre en sommeil et attendre les prochaines régionales. Il y a déjà des partis qui nous contactent pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines régionales. Notre but n'est pas de faire un parti qui somnole pendant un an et qui vient à chaque élection. Notre but est de faire bouger la société avec tous ceux et celles qui le veulent. Donc tous ceux qui veulent peuvent nous rejoindre sur nouvelledonne.fr. Alors il y a des questions aussi d'internautes qui n'ont pas tout compris sur Nouvelle Donne pendant la campagne de ces élections européennes, et notamment Alain 120 qui vous demande pourquoi l'urgentiste Patrick Pelloux, qui fait partie de votre équipe, a dit dans l'émission On n'est pas couché avoir voté aux européennes pour Écologie Les Verts. Ça, c'est un grand mystère. Il a demandé passé à un coup de Patrick. gueule, d'ailleurs. C'est un grand... Sur Facebook, il a aussi dit j'ai été récupéré. C'est un je voulais très pas grand participer à une mystère. C'est un campagne. très grand mystère. Il faudra demander à Patrick. Vous devriez l'inviter parce qu'il était. Vous avez vu les vidéos. Il était à la conférence de presse de lancement. Il a dit qu'il allait se battre avec nous, qu'il était très heureux de tout ce qu'on a fait depuis des années avec Stéphane Hessel. Il y avait la femme de Stéphane Hessel était là. Il a dit qu'il ferait plein de meetings, qu'il allait se battre avec nous, qu'il ne serait pas candidat, mais qu'il allait En fait, il n'a pas fait beaucoup de meetings et là, il a dit qu'il n'était pas content. Donc c'est un mystère. Non, c'est un mystère. Non, mais c'est un mystère et il nous répond. Voilà, c'est un mystère. Alors que tous les autres sont super contents et ont mouillé la chemise et c'est un mystère. Mais ça reste un ami. Après les européennes, Cohn-Bendit a dit qu'il soutenait la candidature de Jean-Claude Juncker, ce qui peut paraître un peu perturbant. Pour vous, est-ce que c'est une bonne décision? Et sinon, quel est votre candidat? Non, mais justement, tout à l'heure, je répondais. Les primaires, ce qui tue notre pays, ou je n'y êtes pour rien, mais le problème de savoir si c'est Tartampion ou Tartemuche qui va avoir le poste, on en crève. On nous a fait croire, il y a 3 millions de gens qui sont allés aux primaires pour voter pour François Hollande. Mais François Hollande n'avait pas de programme. À l'époque, déjà, nous, on avait créé le collectif Roosevelt avec Stéphane Hessel et d'autres pour dire le programme du PS est nul et si on en reste là, on va dans le mur. Donc, au lieu de fasciner les gens en faisant croire que la politique, c'est choisir Tartampion contre Tartemuche et Hollande contre Aubry, mais Hollande et Aubry avaient le même programme. Voilà. Donc, et Juncker, est-ce qu'on peut réfléchir, est-ce qu'on peut changer les politiques européennes? Est-ce qu'on peut prendre 3 mois et après ça, on verra si c'est Juncker, Tartemuche ou Tartampion ou si c'est une équipe. Mais l'incarnation est quand même importante. Oui, mais excusez-moi, l'incarnation, à force de parler que d'incarnation, on nous avait dit que Sarkozy allait sauver le monde et que moi, je ne crois pas à l'homme providentiel ou à la femme providentielle. C'était quand même présenté comme une vraie avancée démocratique de l'Europe, non, mais le fait oui, que le Parlement mais puisse que le déterminer Parlement, la oui, mais personne justement, qui mais deviendrait prenons le temps président du de la Parlement. Commission. Alors, excusez-moi, mais là, je ne suis pas d'accord avec Dany. Prenons, ils ont 6 semaines pour se mettre d'accord. Le Parlement commence à travailler le 14 juillet. La Commission s'installera en octobre. Vu la gravité de la situation, on est en train de retomber en récession. L'Allemagne, il y a eu la croissance en Allemagne l'an dernier, c'est 0,0. La croissance en France, c'est 0,0. La consommation alimentaire recule en France depuis 4 mois. La consommation de nourriture, parce qu'il y a des millions de gens qui mangent des nouilles, des pâtes et du riz, et puis des nouilles, des pâtes et du riz. Voilà. Donc le problème, c'est d'avoir, est-ce que M. Juncker a toutes les solutions? La réponse est non. Est-ce que Tartampion ou Martin Schulz a des solutions? Non. Donc au lieu de dire qu'on vote pour, est-ce qu'on peut se dire qu'on prend 4 semaines ou qu'on prend 2 mois avec tous ceux qui ont des idées, avec Stiglitz, avec Rugman, avec ceux qui bougent sur le terrain, en allant voir ce qui marche bien au Danemark, au Canada, pour lutter contre la presse. Donc voilà. Donc, on va parler plus en détail de Juncker, avec encore une fois, que le Parlement veuille affirmer son pouvoir politique face au chef d'État, c'est une très bonne chose. Il y en a marre du système européen où c'est l'unanimité des chefs d'État. Il y a une avancée institutionnelle tout à fait. de même. Mais c'est pas forcément en disant aujourd'hui que c'est Juncker ou Martin Schulz, c'est plutôt en prenant que le Parlement dise on prend 4 semaines pour travailler. Il faut un président qui soit conforme à la majorité qui existe au Parlement, de façon à ce que les choses avancent
Ou est-ce que Mais l'intérêt du Parlement européen, pardon, c'est que justement d'habitude ils prennent le temps et que ce n'est pas des majorités bloc contre bloc. La plupart des votes depuis 5 ans, et Dany le dit souvent très bien, c'est souvent parce qu'autour d'un sujet, par exemple sur la question de la réforme bancaire, c'est un écolo, c'est un ami, Philippe Lamberts, qui a été celui qui a travaillé le plus. Et c'est un Philippe Lamberts, qui pourtant n'était pas dans le même camp que Michel Barnier, qui a fait évoluer Michel Barnier en 3 ans et qui a fait évoluer la droite allemande. Et du coup, le Parlement européen veut faire une réforme bancaire beaucoup plus ambitieuse que ce qu'a fait Moscovici. Donc l'intérêt du Parlement européen, c'est qu'on n'est pas dans le bloc contre bloc comme on est en France de façon dramatique. Donc est-ce qu'ils peuvent prendre le temps de réfléchir? L'Europe va dans le mur. La Chine, en Chine, la bulle immobilière explose depuis 4 mois, l'activité recule en Chine. Aux États-Unis, la croissance est tombée à -1. Les chiffres qu'on vient d'avoir, c'est -1 la croissance. Donc on est dans une crise historique et Juncker tout seul ne sauvera pas l'Europe. On a plusieurs questions d'internautes à vous poser. Les dernières sur la campagne en elle-même des européennes. Yon vous demande, ne trouvez-vous pas que la presse a fait le jeu du FN en les médiatisant trop? Adrien pose quant à lui la question de Nouvelle Donne. Est-ce que vous n'avez pas participé à la dispersion des voix de gauche, demande-t-il. Je pense que c'est Qu'est-ce que vous leur répondez? Je trouve que la place du Front National était effectivement trop importante. Je trouve qu'on doit tous se remettre en cause. Je crois que vu la gravité de la situation, tous, journalistes, hommes politiques, citoyens, on doit tous se remettre en cause et voir est-ce qu'on fait le maximum pour sortir le pays de la crise. Et qu'effectivement, quand je vois même qu'une chaîne de service public a donné autant de place à Marine Le Pen et que nous, il a fallu qu'on gueule et qu'on fasse un procès contre le CSA pour avoir 20 secondes, excusez-moi, mais c'est juste choquant. C'était le débat qu'avait le Front National il y a quelques années. Oui, mais moyennant quoi maintenant, ils continuent à dire qu'ils n'ont pas beaucoup la parole, alors qu'ils ont eu des paroles et des actes, ils ont eu la parole. Et nous, alors qu'on a fait un meeting à République avec 2000 personnes, donc il y avait quand même des indices, quelque chose qui bougeait. Les 600 000 voix, elles ne sont pas arrivées par hasard. On a fait un très magnifique meeting il y a 2 semaines avec 2000 personnes sur la place de la République. Et on a eu 20 secondes sur France 2. Donc il y a un vrai problème. Comment assurer la diversité du débat? On ne peut pas parler de la crise démocratique et ne jamais donner la parole à ceux qui émergent. Sur les dispersions des voix de gauche, une question d'Adrien. Est-ce que vous n'avez pas volé des voix au front de gauche, à Europe Écologie Les Verts, voire au PS? Écoute, il y a beaucoup de gens qui, 6 ans, n'auraient pas voté. On voit dans tous nos meetings des gens qui disaient qu'ils ne voulaient plus voter tellement ils se sentaient trahis par le PS et qu'au bout de 3 heures de discussion, ils pensaient qu'il y avait des solutions sur les questions de logement, sur les questions de précarité, sur les questions de retraite. Après ça, je pense effectivement qu'il y a un travail de recomposition et de rassemblement, mais autour de solutions concrètes. Moi, je suis désolé, mais la crise, elle vient de l'incapacité des politiques. Alors, justement, vous versez aussi, vous, dans le populisme, hein, c'est ce que certains internautes c'est la première fois qu'on me le dit. En général, on me dit que vous êtes trop technique et qu'il y a trop... On a lu votre livre, la Grande Trahison, qui est sorti pour cette campagne des européennes, chez Flammarion. Donc vous dites que les élites sont des incapables. Vous avez dit là à l'instant que c'était des nuls, inefficaces, corrompus, méprisants. Tout ça c'est écrit hein, oui. dans votre ouvrage. Est-ce que vous ne versez pas vous aussi dans le populisme à Nouvelle Donne? C'est quoi le populisme? Excusez-moi, mais c'est rare qu'on nous accuse de populisme. Quand on vient à nos meetings, au contraire, on nous explique qu'on est les seuls à expliquer l'économie, parce que les politiques en général vous disent l'économie, vous ne pouvez pas comprendre, donc laissez-nous faire tout seuls. Nous, au contraire, quand on vient dans nos meetings, par exemple, ça c'est la courbe de la croissance depuis 50 ans, tout le monde voit qu'il y a un petit problème et que l'UMP et le PS depuis 40 ans nous disent la croissance revient. Quand les gens viennent dans nos meetings, on ne les prend pas pour des cons. Donc ce n'est pas du populisme que de dire qu'on est dirigé par des gens dont le bilan est nul. Excusez-moi, mais les élites sont nulles. Pardon, c'est pas ça. Mais excusez-moi, vous voyez l'évolution du chômage depuis 40 ans. Vous voyez l'évolution de la dette depuis 40 ans. Vous voyez l'évolution de l'abstention depuis 40 ans. Vous voyez l'évolution du CO2 et des problèmes climatiques depuis 40 ans. Moi, je suis désolé, il n'y a aucune entreprise, aucune association qui marcherait avec des gens aussi nuls au sommet. Excusez-moi, mais là, le bilan de François Hollande aujourd'hui, il n'y a plus aucun ministre qui croit à cette stratégie. Pardon? Il n'y a pas de bilan pour l'instant. Mais le bilan, si, c'est depuis 1 an, il y a eu 300 000 chômeurs de plus. Blague à part, il y a eu 300 000 chômeurs de plus et 500 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs parce qu'elles sont tombées un cran plus bas. Depuis 1 an, il y en a 800 000 qui ont morflé. 800 000 personnes. Alors, donc, pardon, vous me dites que je suis populiste, mais quand le bilan, c'est depuis 1 an, il y a 800 000 familles qui ont morflé, je répète, 300 000 chômeurs de plus et 500 000 qui ne sont plus comptés, on comprend qu'il y a un peu de colère. Et à la place de François Hollande, je prendrais 1 semaine pour réfléchir. Au lieu de dire on va plus vite, on continue la même stratégie, je suis désolé, moi je m'entends bien avec Hollande, j'étais au PS, on a fait une motion avec Stéphane Hessel, la dernière fois que j'ai vu Hollande, on s'entend bien, je montre même qu'il nous a fait une lettre il y a 2 ans à Stéphane Hessel et à moi pour dire que nos idées étaient passionnantes, qu'il fallait qu'on se voie, mais juste, je ne juge pas les personnes. Mais je considère qu'on va dans le mur si on continue, on va dans le mur. Vous nous montrez le tableau, mais alors ça veut dire quoi? Il faut être adepte de la décroissance aujourd'hui? C'est quelque chose pour lequel vous êtes favorable? Non, justement, c'est pas la décroissance. C'est dire si on attend, je remonte la courbe pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est la croissance en France depuis, je ne sais pas si on peut faire un zoom, c'est la croissance en France depuis 50 ans, voyez, et tout le monde nous dit la croissance revient, on met quelques rustines et dans 3 mois la croissance revient. Or, c'est un cercle vicieux. Quand il y a 800 000 personnes depuis 1 an dont le niveau de vie diminue,
comment voulez-vous qu'elle consomme socialement? Vous dites que le modèle de la croissance est à remettre en cause. Oui, tout à fait. Je dis que c'est ouvrages. le pseudo-optimisme qui dit la croissance revient, en fait nous amène à la récession. Je l'ai dit il y a 5 minutes, la consommation de nourriture recule en France depuis 4 mois. Parce que des millions de gens n'ont plus de quoi vivre. Donc, au lieu d'avoir un discours pseudo-optimiste sur « vous inquiétez pas, la croissance revient », nous, ce qu'on dit à Nouvelle Donne, c'est qu'il faut faire le deuil d'une croissance magique qui va régler tous les problèmes à notre place. Par contre, on peut relancer l'activité en ayant une vraie politique de développement des activités nécessaires. Par exemple, la question du logement. On est le pays d'Europe où les loyers sont les plus chers. Si on est 30% plus cher que tout le reste de l'Europe. C'est les chiffres officiels. Si on avait le même niveau de loyer qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, on ferait tous 200 € d'économie tous les mois sur les loyers. Je répète, 200 € d'économie sur les loyers. Ça, c'est un peu lié à la centralisation de la France et à la place de Paris au sein de l'économie française. Pas forcément, ça joue. C'est qu'il y a un décalage complet entre les prix à Paris et les prix dans le reste de la France. Non, pardon. En plus, quand je dis 200 €, c'est hors Paris et Nice, qui sont encore plus chers. Mais mais globalement, on a une démographie on est plus nombreux un peu chaque année. Il y a des couples qui se séparent, donc pour plein de raisons, il faudrait construire plus. Et tout le monde est d'accord, UMP comme PS, pour dire qu'il manque 800 000 logements. Il manque 800 000 logements, mais chaque année, et on voit la courbe dans le bouquin, les mises en chantier diminuent. Donc il y a un gros problème, il y a un problème sur le foncier, il y a un problème comment on finance la construction de logements. Et une des propositions de Nouvelle Donne, on est allé voir aux Pays-Bas qu'est-ce qui marche. Aux Pays-Bas, ils ont dit le logement est un besoin fondamental. On a tous besoin d'un fonds de retraite. Donc le fonds de réserve des retraites, au lieu d'être mis sur les marchés financiers, ils ont décidé de le mettre sur le logement. Et c'est massif, il y a 1 million de logements. 1 million de logements aux Pays-Bas qui ont été construits par des coopératives financées par le fonds de réserve des retraites. Et ça marche parce que tous les mois, il y a 1 million de gens qui envoient leur chèque de loyer. Ça crache du 2,5 de rentabilité. Tandis qu'en France, le fonds de réserve, il a été mis par BNP Paribas et par Barclays sur les marchés financiers. Il rapporte moins, parce qu'avec la crise financière, il rapporte moins, et on n'a pas de logement. Donc, une des propositions concrètes de Nouvelle Donne, pour sortir de la récession, pour construire des logements, pour faire distribuer du pouvoir d'achat, c'est-à-dire les 37 milliards du fonds de réserve, au lieu de les mettre sur les marchés financiers, on les met pour construire du logement. Et on voit, parce que les besoins ne sont pas les mêmes à Brest, à Concarneau, à Grenoble et à Toulouse, on gère dans chaque région, on gère au plus près des territoires, mais il y a un financement national. Et ça n'augmente pas d'un centime ni la dette ni l'impôt. BNP et Barclays vont grogner pendant 2 minutes, mais c'est même mieux pour sécuriser notre épargne et on va construire des logements pendant plusieurs années. On va parler d'aide publique aussi, c'est un des problèmes cruciaux qui se posent actuellement au gouvernement. Vous dites qu'il est possible de financer les dettes publiques sans austérité. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce point de vue? Oui, je pense que Nouvelle Donne est le seul parti qui montre qu'on peut maîtriser la dette sans austérité. Parce qu'il y a des partis qui disent bon, l'austérité est inévitable. En gros, l'UMP et le PS disent qu'il faut faire de l'austérité. Et puis il y en a qui disent on en a marre de l'austérité, on laisse filer les déficits. Tandis que nous, on montre comment on peut maîtriser la dette, maîtriser les déficits sans austérité. Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a au moins 3 ou 4 leviers sur lesquels on peut agir. Premièrement, financer la vieille dette publique à 1%. Vous savez que chaque année, la France paye un peu plus de 50 milliards de frais financiers. Alors que pour sauver les banques, la Banque centrale européenne a mis 1000 milliards sur la table au taux de 1%. Donc pour sauver les banques, tout le monde trouve ça normal qu'on mette 1000 milliards en une semaine, gratos. Voilà. Alors que quand c'est la France ou l'Espagne ou l'Italie qui ont besoin d'argent, on nous demande des taux d'intérêt à 2,5, à 4 ou à 8. Voilà. Donc concrètement, est-ce qu'on peut se dire que oui, il faut aller vers l'équilibre des finances publiques? Il ne s'agit pas de laisser filer les déficits, mais un des moyens d'aller vers l'équilibre, c'est de payer moins de frais financiers. Si la France pouvait payer sa vieille dette publique à 1%, on économiserait chaque année 20 milliards. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça fait 20 milliards. Mais la France, elle place sa dette sur les marchés internationaux. Il n'y a pas de raison que la Chine accepte de payer la dette de la France à 1%. Mais justement, c'est qu'on ne passerait plus, ce serait plus la Chine. On financerait pour la vieille dette, si les marchés sont trop gourmands, pour financer les banques, les 1000 milliards qu'on a mis pour sauver les banques, ce n'est pas la Chine qui les a apportés, c'est la Banque centrale. De même aux États-Unis, la Banque centrale. Mais la Banque centrale ne peut pas prêter aux États. Donc, Mais justement, c'est l'astuce qu'on a, avec Michel Rocard, on a fait un article il y a 3 ans qui avait été traduit dans tous les pays d'Europe. Pardon, justement, vous avez raison, la Banque centrale ne peut pas prêter directement aux États. Il y a le statut de la Banque centrale, mais il y a aussi la volonté des dirigeants européens de le faire. Pardon, je réponds à votre première question pour montrer que techniquement, c'est pour ça que même à Davos, un de vos collègues de France Inter nous avait appelé pour dire que Georges Soros distribuait notre article pour dire que c'était astucieux qu'on peut le faire en 1 mois sans changer les traités, parce que la Banque centrale n'a pas le droit de prêter directement à la France, mais la Banque centrale peut prêter à la Banque européenne d'investissement qui le lendemain va prêter à la France. Donc sans changer les traités, on voit comment on pourrait, la France, l'Allemagne, les pays du Sud pourraient se refinancer à 1%, et je répète, ça ferait chaque année 20 milliards d'économies pour la France. Une autre façon d'aller vers l'équilibre sans austérité, c'est de lutter vraiment contre les paradis fiscaux. Et il y a des pays qui le font. Vous avez vu, Obama, c'était à la une de tous vos journaux depuis quelques jours, Obama tape sur les banques en disant la fuite vers les paradis fiscaux, il y en a marre. C'est étonnant de voir un pays libéral comme les États-Unis qui lutte vraiment contre les paradis fiscaux, et nous en France, on ne fait rien.
Alors que tout le monde Mais la sait, dette- je finis, pardon, tout le monde, excusez-moi, mais vous me posez des questions concrètes, Mais c'est j'en ai bien, d'autres. donc mais on figurez- peut rester 1 heure, je peux revenir demain si vous voulez, il n'y a aucun problème. Vous m'avez dit que l'intérêt de l'émission, c'est qu'on avait du temps pour expliquer, donc j'explique, voilà. La fuite vers les paradis fiscaux, c'est chaque année 50 milliards, voilà. Et on ne fait rien. Tandis qu'on pourrait faire comme aux États-Unis, la loi FATCA, ce qu'a fait voter Obama, les banques sont furieuses, mais c'est voté, fait que dans 4 semaines, là, au 1er juillet 2014, il n'y aura plus aucun secret bancaire pour le fisc américain. Les banques suisses ont été furieuses, mais elles se sont écrasées. Les banques du Liechtenstein se sont écrasées. Le fisc américain connaîtra tous les dossiers de tout le monde au 1er juillet. Et les banques qui ont spéculé se prennent des milliards d'amendes. Comment se fait-il qu'en France, on ne fasse rien ? Donc, une des propositions de Nouvelle Donne, c'est de faire voter la loi FATCA comme aux États-Unis en France. Et deuxième chose, qu'il n'y ait plus d'accès au marché public pour les entreprises qui ne payent pas d'impôts en France. Il y a 50 milliards de fuites chaque année, on peut en récupérer 20. Autre façon d'aller vers l'équilibre des finances publiques sans austérité, c'est lutter contre le dumping fiscal européen. Le taux d'impôt sur les bénéfices aux États-Unis est à 40%. 40% d'impôt sur les bénéfices aux États-Unis, il n'est plus qu'à 25% en Europe. Parce que depuis que l'Irlande est rentrée, c'est à qui va baisser son impôt sur les bénéfices. Et donc on propose de faire comme Roosevelt avait fait en arrivant aux États-Unis, de faire un impôt fédéral pour lutter et que le budget européen, le budget agricole soit financé comme ça. Ça fait 20 milliards d'économies. Si le budget agricole et le budget européen ça ferait 20 milliards d'économies pour la France. Donc c'est la preuve, je vois que je suis trop technique, je m'arrête, mais les chiffres, ça compte. Hein. Quand Manuel Valls, trois mesures techniques. On peut aller vers l'équilibre sans austérité, sans bloquer les retraites, sans bloquer les investissements dans l'université ou ailleurs. Roosevelt, c'est votre modèle, Nouvelle Donne, le New Deal, la relance de Roosevelt dans les années 30. Ça implique quand même un interventionnisme assez important qui coûte cher. Est-ce que ça ne va pas creuser la dette aussi ? D'ailleurs, Roosevelt avait creusé les déficits aux États-Unis dans les années 30. Roosevelt, on dit à plusieurs reprises que le monde a changé. Qu'entre 1933 et 2014, il y a quelques petits changements, que les citoyens sont encore plus éduqués et plus informés, que la question du climat ne se posait pas ou on ne s'en rendait pas compte en 1933, tandis qu'aujourd'hui elle est fondamentale. Donc il ne s'agit pas d'idéaliser Roosevelt. Et ce qu'il avait fait, au bout de 2 ans, il a dit lui-même que ça ne marchait plus et qu'il fallait un deuxième New Deal. Et s'il n'y avait pas eu l'entrée en guerre, il aurait fallu un troisième New Deal parce que les États-Unis retournent en récession. Qui ont coûté tous les deux très cher à l'État. Oui, mais c'est pour ça qu'on vous propose, vous avez vu qu'on ne vous propose pas d'augmenter les dépenses, on ne dit pas qu'il faut augmenter les impôts, on dit qu'on devrait lutter contre les paradis fiscaux, on dit qu'on peut utiliser autrement le fonds de réserve des retraites, on dit qu'on a mis 1000 milliards pour sauver les banques, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas pareil pour sauver le climat? Donc il ne s'agit pas, et en plus ce n'est pas une intervention de l'État. Ce qui est le plus intéressant chez Roosevelt, c'est sa façon de parler aux citoyens, de lutter contre les lobbies et de parler à l'intelligence des citoyens pour remettre le pays en mouvement. C'est le contraire d'un système monarchique, Roosevelt. Ce n'est pas un homme qui décide tout seul, c'est un homme qui toutes les semaines parle aux citoyens en disant « Mes amis, je vais vous expliquer comment marchent les banques et voilà la réforme des banques que cette semaine je fais. » François Hollande faire ça aujourd'hui? Sans doute non, maintenant j'ai de gros doutes sur François Hollande, mais c'est pour ça qu'un collectif de citoyens, vous savez, le mur de Berlin, il n'est pas tombé parce qu'il y a un homme d'État qui l'a décidé. Mon dernier souvenir à Sciences Po en mars 89, le plus grand spécialiste de l'Allemagne nous a dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Je ne donnerai pas son nom parce qu'il se prenait très au sérieux, mais le mur de Berlin est encore là pendant 50 ans. Et pas de chance, 6 mois plus tard, le mur de Berlin est tombé. Et ce n'est pas un accord entre diplomates, ce n'est pas un accord du G20, ce sont des citoyens qui ont fait tomber le mur de Berlin. Donc aujourd'hui, notre pays s'enfonce dans une crise gravissime et Nouvelle Donne, avec d'autres, veut participer à ce réveil des citoyens. Et même s'il n'y a plus d'élections, on va continuer dans les mois qui viennent. Il est fondamental que les citoyens décident de leur avenir. Alors, est-ce que vous parliez tout à l'heure des 1000 milliards? Est-ce que vous avez le sentiment, c'est un peu ce que vous prônez, qu'on va pouvoir sauver, je caricature un peu, mais qu'on va pouvoir sauver le climat comme on a sauvé les banques? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce plan climat? Oui, ce qu'on dit, c'est que tout le monde maintenant comprend la gravité du problème climatique. Les Bretons, ont eu les pieds dans l'eau pendant des semaines, les Basques aussi. Il y a un an, c'était 500 000 Allemands qui étaient les pieds dans l'eau. Il y a eu 20 morts aux États-Unis il y a un mois à cause des tornades. Donc maintenant, tout le monde a compris le problème climatique. Tous les rapports du GIEC sont plus angoissants que les précédents. La question est de savoir comment est-ce qu'on finance la transition énergétique. Comment est-ce qu'on finance un effort colossal? L'essentiel, c'est d'économiser l'énergie dans les transports, comme dans le bâtiment, comme dans l'industrie. On voit bien que le financement par l'écotaxe, c'est mort. On peut en rigoler. Chaque semaine, on se demande où est Ségolène et où en sont les autres, mais on voit bien si on est sérieux. Dire que c'était à Matignon et que désormais, elle ne parlait plus sur l'écotaxe. Bon, voilà une bonne nouvelle. Non, je plaisante, on va couper au montage, on est en direct. Trop tard. Je plaisante. Non, mais justement, le sujet est trop fondamental pour rigoler ou continuer les demi-mesures. On voit bien que le financement par l'écotaxe, c'est mort, c'est pas du tout à la hauteur. Donc nous, et la bonne nouvelle, c'est que les Allemands sont dans la même impasse. Donc c'est aussi pour ça qu'on pense que politiquement,
rapidement ça peut se débloquer, parce que Angela Merkel a licencié son ministre de l'Environnement parce qu'il foutait rien. Elle a mis un de ses proches. Elle a fait une conférence de presse pour dire que c'était le dossier, la question énergétique sur lequel elle voulait agir. Mais il y a 2 semaines, elle a redit qu'elle ne savait pas comment le financer. Donc nous, on pense qu'il faut débloquer un financement européen. Et de même qu'on a mis 1000 milliards pour sauver les banques, et tant mieux qu'on l'ait fait, parce que sinon, si les banques s'effondraient, on n'était pas bien. On pense qu'il faut trouver un financement et se dire que pendant 20 ans, ce n'est pas du one-shot comme pour le photovoltaïque. Pendant 20 ans, il y aurait un pacte européen, énergie, climat, pouvoir d'achat, et chaque pays aurait un droit de tirage à taux zéro. La France aurait chaque année 20 milliards. La France pourrait se dire, on sait que pendant 20 ans, donc ça veut dire que dans toutes nos régions, à Toulouse, en Bretagne, à Thionville, on peut embaucher des gens, les PME peuvent recruter, s'organiser les filières, parce que pendant 20 ans, on aura chaque année 20 milliards à mettre sur la table à taux zéro. On voulait parler de vos propositions sur l'emploi. Pardon, et du coup, on peut rendre, et ça crée aussi de l'emploi, pardon, je finis, du coup, on peut rendre obligatoire des travaux. Si c'est un financement à taux zéro, s'il y a une organisation dans chaque territoire, on peut rendre obligatoire. Par exemple, quand on vend une maison, c'est le meilleur moment quand la maison est vide pour faire le diagnostic thermique et les travaux. Quand vous vendez une voiture, pour vendre une voiture, il faut avoir fait le contrôle technique et avoir réparé les freins. Enfin, il y a des travaux qui sont obligatoires. Ça devrait être pareil. Si on a compris le problème énergétique, ça devrait être pareil. Et bonne nouvelle, ça peut créer 200 000 emplois en France. Ça peut créer 200 000 emplois en France. Et on peut faire chacun de nous une économie entre 800 € et 1 000 € sur nos dépenses de chauffage chaque année. Donc ça pourrait, c'est pas seulement de l'altruisme, enfin même si la question du climat, c'est pas de l'altruisme, maintenant ça nous concerne tous et ça va concerner totalement nos enfants. Mais si en plus on peut faire 800 € d'économie chaque année sur le chauffage et si ça peut créer 200 000 emplois, il faut le faire. Et là aussi, c'est dramatique de voir que François Hollande, depuis 2 ans, n'a rien mis sur la table de négociation. Souvenez-vous quand Thatcher, l'Europe, elle bouge quand quelqu'un dit voilà ce que je veux. Margaret Thatcher, I want my money back, I want my money back. Tout le monde savait ce qu'elle voulait. Et du coup, au bout de 3 ans, alors qu'elle était seule contre tous, elle a obtenu son chèque et elle a obtenu de changer complètement l'Europe. Ce serait peut-être bien que François Hollande nous dise qu'est-ce qu'il veut. Et si Hollande ne le dit pas, c'est les citoyens qui peuvent le dire. Et vous, David. ce que vous voulez également, Nouvelle Donne, sur le plan social, c'est un nouveau partage du temps de travail avec une diminution à 32 heures du temps de travail des salariés. C'est une de nos propositions. Vu la difficulté pour passer de 39 à 35, est-ce que vous ne craignez pas de remettre des tensions, notamment on pense à l'hôpital où ça a été extrêmement compliqué? On pense d'abord qu'il faut l'expliquer. On pense qu'on était parmi les rares à avoir critiqué les 35 heures. Et il y a une époque où Martine Aubry ne voulait même pas me serrer la main, maintenant elle me fait la bise, mais j'avais fait un livre qui s'appelait 35 heures, le double piège. Et je pense qu'à l'époque, il n'y avait que Michel Rocard et moi, à gauche, qui critiquions les 35 heures. En petit comité, il y a plein de gens qui critiquaient la méthode ou le contenu, mais tout le monde s'écrasait. Voilà. Tandis que nous, on avait dit que et la méthode et le contenu étaient mauvais. Mais cela dit, c'est une question fondamentale. La question du temps de travail, ce n'est pas la seule. Encore une fois, on peut avoir une vraie politique du logement, on peut avoir un vrai financement des PME. François Hollande avait dit qu'il allait séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires, il n'a pas fait. Si on faisait une vraie séparation des banques, les banques de dépôt pourraient plus spéculer avec notre argent et se tourneraient vers les PME. Pardon, c'est pour dire que... Non mais c'est un des problèmes de notre pays, c'est qu'on tue les débats en nous donnant l'impression qu'il y a une réforme magique. Ça, on l'a bien compris. Mais... Non mais c'est fondamental. Pardon. Mais sur le fond, justement, pourquoi est-ce que les 35 heures... Je vais y venir. Mais un des problèmes, pourquoi est-ce que les 35 heures ont été plantées, c'est qu'on a cru que c'était la baguette magique, ça allait régler tous les problèmes. Et on l'a imposé par la force. Or, ce n'est pas la baguette magique et ce n'est pas par la force qu'on va l'imposer. Mais oui, c'est un débat fondamental. Pourquoi c'est un débat fondamental? Parce que la question du temps de travail, c'est parce qu'on fait dans tous nos pays des gains de productivité colossaux. Regardez, là, il y a 3 caméras et il n'y a pas de caméraman. Si on s'était vu, si on avait fait la même émission il y a 10 ans, il y aurait eu 3 personnes derrière chaque caméra. Il y aurait eu 9 salariés. Or maintenant, c'est juste quelqu'un en régie qui commande tout. Donc on fait des gains de productivité colossaux. Autrefois, pour acheter un billet de train, il fallait aller à la gare, faire la queue, prendre son billet, on revient, le lendemain on se dit mince, c'est pas la bonne heure, je repars là, voilà. Aujourd'hui, on va sur le site, on imprime notre billet. Un dernier exemple, pour faire des déménagements, autrefois il fallait 5 gars bien costauds qui prenaient des cartons et qui les montaient. Maintenant, il y a une échelle avec un moteur, ça descend et ça monte. Donc dans tous les secteurs, on fait des gains de productivité colossaux. On a besoin de moins de travail pour produire plus, alors qu'on est plus nombreux. On est de plus en plus nombreux et bien qualifiés. Il y a des jeunes qui sortent super qualifiés de la faculté tous les ans. Donc, du coup, ça aboutit à un partage du travail qui est stupide. Vous avez 5 millions de gens aujourd'hui qui sont au chômage, qui font 0 heure par semaine. Et ceux qui travaillent sont à 39,6 heures. La durée réelle en France, d'après l'INSEE, on nous dit qu'on est passé à 35 heures, c'est la durée légale. Mais l'INSEE dit qu'aujourd'hui, rien que les heures sup déclarées, et je pense que tous vous faites des heures sup non déclarées, et que dans tous les métiers c'est vrai, mais rien qu'avec les heures sup déclarées, la durée réelle en France, pour un temps plein, est à 39,6. Donc c'est un partage qui est stupide. Soit on travaille 0, on est au chômage, soit on travaille plein pot. Et les seuls qui en profitent, c'est les actionnaires. Parce que quand vous avez autant de chômeurs et de précaires, la plupart des salariés s'écrasent, on la trouve d'être vidée, ils ne peuvent pas négocier d'augmentation de salaire. Dans la plupart des entreprises, la négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc ce partage du travail actuel est stupide. Et ce que dit Nouvelle Donne, c'est que tout au long de la vie, on peut réfléchir à un autre partage plus intelligent. Et que c'est faisable.
une des façons de le faire, c'est la semaine de 4 jours. Ce n'est pas 32 heures, parce que ce qui compte dans la plupart des métiers, c'est le nombre de jours. Quand on fait sa journée de travail, on la fait complètement. Par contre, si un jour on ne va pas au boulot, ça fait du bien en termes de qualité de vie, l'entreprise va recruter du monde. Et c'est faisable, parce qu'avec la loi d'Eurobien qu'on avait fait voter il y a 15 ans, on avait expérimenté dans 400 entreprises. 400 entreprises. Alors pourquoi ça n'a pas été généralisé? Je finis sur les entreprises pour vous montrer comment c'est faisable. Par exemple, quand vous achetez un yaourt Maminova, l'usine Maminova travaille 6 jours par semaine. Ils ne ferment pas l'électricité le jeudi soir. L'usine crache de l'emmental ou du yaourt 6 jours par semaine. Mais tous les salariés sont passés à 4 jours. Aussi bien les commerciaux, les ouvriers, le directeur de l'usine, les gens qui inventent les nouveaux yaourts. On sait que les 35 heures, ce n'est pas tellement dans les entreprises que ça a posé le plus de problèmes. Je finis juste, et l'entreprise s'y retrouve parce qu'elle arrête de payer les cotisations chômage. Donc concrètement, Maminova, ils ont créé 130 emplois, ça fait 130 personnes qui ont un boulot, qui cotisent pour les caisses de retraite, et on n'a pas besoin de baisser les salaires parce que l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage si elle crée des emplois. Et à l'hôpital, le problème, c'est qu'on n'avait pas formé les infirmières. Donc si vous dites que vous allez créer 30 000 emplois, mais que vous n'avez pas formé les infirmières, évidemment, ça aggrave la situation. Voilà. C'est étonnant d'avoir fait cette erreur. C'est qu'en fait, le PS avait promis les 35 heures, mais ne voulait pas les mettre en place. Bercy, il faudra aller voir celui qui était ministre des Finances à l'époque. On avait publiquement dit qu'on allait mettre en place les 35 heures à l'hôpital, mais on ne voulait pas créer les postes pour de vrai. Alors, vous dites, Pierre Leroux-Thuroux, que pour enclencher le sursaut que vous avez commencé à décrire avec pas mal de mesures, il faut mettre en place une méthode à la Roosevelt. On a parlé de sa façon de s'exprimer à la radio à l'époque. Est-ce que vous pensez que c'est toujours une manière de faire aujourd'hui, à l'heure du web notamment C'est peut-être pas la radio, c'est peut-être, vous voyez, beaucoup de gens ont dit qu'on avait fait la campagne, que Nouvelle Donne avait fait la campagne et la plus pédagogique et la plus joyeuse, et c'était notre objectif. Les gens ne sont pas cons. On a fait des petites vidéos qui expliquent notre politique du logement, en 1 minute et demie. C'est des gens que je ne connais même pas. Il y a une intelligence dans ce pays. Il y a plein de gens qui ont proposé leur service. Donc vous avez vu que Nouvelle Donne fait des petits dessins animés pour expliquer comment on peut financer sur le climat, comment on peut financer sur le logement. C'est des citoyens qui ont dit ça m'intéresse et je sais faire des dessins animés, donc on va les faire. Alors vous avez convaincu les citoyens, mais pas forcément tout le monde. Certains internautes s'étonnent, notamment Claudius Carolus, qui... C'est son vrai nom? Non, je rigole. C'est même Pardon, Claudius Carolus. on n'a pas le droit de rigoler. Alors Claudius Carolus. Voilà. Vous avez déclaré on a été 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon, on a tout fait pour les secouer. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, finalement, vous n'avez pas été entendu ou pas écouté par François Hollande. Comment vous l'expliquez? Mais je ne l'explique pas, je montre dans ce livre, effectivement, au côté du collectif Roosevelt, on est allé 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon, on a vu Jean-Marc Ayrault et je raconte comment même le principal conseiller économique de Hollande, on passe 2 heures avec Michel Rocard à l'Élysée, et à la fin, le principal conseiller nous dit « j'ai l'impression qu'on a 30 ans de retard ». J'ai l'impression qu'on a 30 ans de retard, qu'on fait une politique des années 80. Et Rocard dit, il est coincé par Bruxelles. Mais écoutez, je n'en sais rien. Demandez-lui de venir. Est-ce qu'il écoute quelqu'un, à votre avis? Je n'en sais rien. Je suis vraiment inquiet. Je raconte comment le conseiller social de l'Élysée, c'était en juillet dernier, on est au premier étage de l'Élysée, à quelques mètres du bureau du président. Le conseiller social dit qu'il a lu le bouquin précédent. Il me dit, il faut que tu vois le président en direct. Il dit, même pour nous, c'est un mystère. Je pense qu'il cherche des solutions pour sortir de l'impasse, mais même pour nous, c'est un mystère. Donc c'est troublant quand vous voyez le Premier ministre qui vous dit qu'il n'en peut plus de l'inertie de Hollande sur l'Europe. La question de comment financer la dette publique. Jean-Marc voulait faire ce tournant, mais qu'il en a été empêché. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'a raconté le Nouvel Observateur. Mais quand je vous ai montré tout à l'heure comment on pouvait financer la dette publique à 1%, ça ferait 20 milliards d'économies. Et c'était un papier qu'on a fait il y a 3 ans avec Rocard, qui a été publié dans tous les pays d'Europe, le El País, Le Monde, la Vanguardia, tout le monde l'a traduit en disant c'est astucieux, ça marche tout de suite. C'est pas génial, mais ça règle une partie du problème. Et il y a 1 an, Jean-Marc Ayrault me dit mais pourquoi ça se fait pas? Et je lui dis, excuse-moi, mais c'est à toi de poser la question à l'Élysée, puisque en juin 2012, je me souviens de la première rencontre avec Emmanuel Macron le 5 juin 2012, donc le Sherpa du président, le 5 juin, le conseiller du président me dit, c'est une très bonne idée, j'en parle demain au président, on se revoit dimanche. Voilà. Donc c'est troublant de se dire qu'il y a 2 ans, ils nous ont dit que c'était une excellente idée, et 2 ans plus tard, c'est pas qu'on s'est heurté à un mur, c'est qu'on ne l'a même pas mis sur la table de négociation. Et du coup, on va couper les retraites, on va couper le budget du CNRS, on va couper dans les investissements publics, juste parce qu'on n'a pas eu, c'est même pas un problème de courage. Cette idée-là, elle pourrait très bien aller à Merkel en 6 mois. Je suis sûr qu'il y a des moments où il faudra un bras de fer, un combat politique pour faire bouger les lignes. Mais là-dessus, je suis sûr qu'on peut avoir une majorité. Il y a une paresse qui est insupportable. Vous dites que vous entendez bien avec François Hollande, vous l'avez dit au début. Enfin maintenant, avec ce que je dis, là, s'il regarde, là, ça va se gâcher. Là. J'espère qu'il ne regarde pas. Très sévère avec lui. Vous dites qu'il est cynique dans un de vos ouvrages, qu'il n'aime pas les gens, contrairement à Jacques Chirac, qui lui aimait les gens quand il était président de la République. Vous évoquez même un scénario assez machiavélique que la gauche aurait imaginé dès 2012.
pour griller grosso modo tous les rivaux de François Hollande. Non, pardon, alors, pour qu'il soit réélu en 2017. Alors d'abord mettre Manuel Valls à Matignon pour qu'il soit grillé, ensuite faire une dissolution pour qu'il y ait une cohabitation et que l'UMP à son tour soit grillé avant 2017. Alors pardon, avant de répondre là-dessus, je voudrais dire que là c'est écrit, hein. Non mais j'assume, c'est moi qui l'écris. Vous savez, je n'ai pas les moyens de Jacques Attali. Non, je rigole. J'écris moi-même mes livres. Je plaisante, Jacques. J'arrête. Blague à part, il a été consulté pour Nouvelle Donne. Blague à part. Je rigole, mais sur le fond, là, il faut vraiment comprendre que la politique, c'est pas le problème de Manuel Valls, Jean-François Copé, voilà. C'est notre vie, c'est la vie de nos enfants. Il y a une fois, avec Bruno Gassio, on est allé devant 15 députés et pendant 1h30, j'étais très sérieux, en costume-cravate, avec les graphiques, à expliquer le financement du logement, le financement des retraites. Bon, et au bout d'1h30, j'ai vu qu'ils étaient tous convaincus. Et je leur ai dit, vous savez, même moi qui suis un bon bourgeois à Bac+8, j'ai envie de donner des coups de bâton. Parce que c'est pas, quand je rentre chez moi, j'ai 2 fistons, un de 9 ans, un de 14 ans, ils me racontent leur journée, ils sont pleins de vie, le football, voilà. Et par votre inertie, vous préparez une vie de merde à mes enfants. C'est pas juste un problème théorique du fonds de réserve, du comment financer la dette publique. C'est pas, quand vous laissez le pays se disloquer, quand vous laissez le chômage augmenter de 300 000 en un an, quand vous laissez le climat partir en quenouille, par votre inertie, vous préparez à mes enfants une vie de merde. Et même moi qui suis calme et plutôt bon bourgeois, j'ai envie de donner des coups de bâton. Donc François Hollande, mais je me venge pas, pardon, je me venge pas. Il a demandé à ce qu'on lui donne la responsabilité la plus importante. Il n'est pas arrivé par hasard. Il nous a demandé de lui faire confiance et il ne fait rien pour répartir le pouvoir autrement. C'est lui qui a demandé qu'on lui donne le pouvoir fondamental dans ce pays. Et depuis 2 ans, il ne fait rien, alors qu'il sait qu'il y a des solutions. Je montre la lettre qu'il a fait à Stéphane Hessel et à moi il y a presque 2 ans maintenant pour dire que nos solutions étaient très intéressantes. C'est un de ses très proches qui l'avait obligé à lire l'avant-dernier bouquin. Voilà. Donc quelqu'un qui sait. Est-ce qu'il voudrait être élu à tout prix en 2017 avec une telle impopularité ? Un médecin, si vous êtes malade et qu'un médecin sait comment vous soigner mais qui ne le fait pas, ça va vous énerver. Ok, donc si je redeviens sérieux, je rigole par moment, mais sur le fond, je trouve que la situation est gravissime et que oui, je ne juge pas les personnes, mais leur inaction, leur médiocrité est concernante. Je pense que l'histoire va juger très très sévèrement l'équipe qui nous dirige en ce moment. Donc c'est pour ça que les citoyens, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va dans le mur et qu'on accepte ou est-ce qu'on est capable de reprendre la main? Le but de Nouvelle Donne, c'est d'être un lieu où on réfléchit, où on agit. Qu'est-ce que vous pensez de phénomènes comme ceux d'Alexandre Jardin, qui en ce moment est en train de lancer Bleu Blanc Zèbre, qui tient un peu le même discours que vous, mais qui lui est hors parti en disant ceux qui nous dirigent sont des gros nuls pour reprendre ce que vous dites, pardon, et ça va se reconstruire par le bas, il faut agir avec les maires. C'est ce que dit l'historien Pierre Rosanvallon, qui dit que la démocratie est en train de mourir et qu'il faut recréer le Parlement des invisibles pour que les gens, à nouveau, puissent s'exprimer, mais ça se fait en dehors des partis politiques. Je pense qu'il faut faire tout ça en même temps. Je pense que j'ai rencontré Alexandre Jardin. Je crois que ce qu'il fait est très intéressant avec Lire et faire lire. C'est passionnant de voir des jeunes retraités qui s'engagent bénévolement pour aider des enfants à lire, à développer leur intelligence. Et je crois juste qu'il n'y a aucune opposition et qu'il ne faut surtout pas laisser la politique aux plus paresseux ou aux plus cyniques. Parce que la réaction normale, c'est effectivement se dire que moi, à chaque fois que j'allais à Solferino aux réunions du Bureau national, ça demandait un effort. Franchement, quand vous voyez, c'est d'une médiocrité, c'est pas du tout naturel pour des gens qui sont honnêtes et qui veulent travailler le bien commun. C'est plus normal de s'engager avec Emmaüs ou avec les Restos du Cœur que d'aller à Solferino. C'est la vérité. Et donc, voilà. Mais si on laisse, c'est pas le problème si on laisse la politique, oui, il y a un problème. Mais si on laisse la politique aux plus médiocres qui ont perdu l'habitude, je le raconte pas là, mais comment un député expliquait qu'il n'avait plus le temps de lire avec le cumul des mandats. Quelqu'un lui offrait le précédent bouquin qu'on a fait avec Michel Rocard, et ce député disait à son copain, tu crois que j'ai le temps de lire un bouquin de 200 pages ? Je suis en même temps député, le mardi et le mercredi, il faut que je tape sur l'opposition, puis après ça, avec le cumul des mandats, je suis vice-président de mon département, donc je passe mon temps à inaugurer des maisons de retraite. Donc ils n'ont plus le temps de... Voilà, c'est quand même dramatique. Donc la question du cumul des mandats, elle est fondamentale. Et la question de comment les citoyens reprennent le pouvoir, elle est fondamentale. Mais je crois qu'il n'y a aucune opposition, ce que fait Alexandre Jardin ou d'autres, alors il y a des internautes qui nous demandent quelles sont les passerelles possibles avec le mouvement Nous Citoyens, d'autres qui nous demandent des passerelles possibles avec Monsieur Piketty, qui a sorti un ouvrage sur on est très proche de Thomas Piketty. Et parmi une des premières idées que Thomas a mis dans sa dernière tribune dans Le Monde, c'est l'impôt européen sur les bénéfices. Vous m'avez coupé tout à l'heure, vous le regrettez sans doute quand je commence à l'expliquer. Mais vous me réinviterez du coup. Vous me réinviterez. On aura l'occasion de faire une émission 100% fiscalité. On est complètement d'accord avec Thomas et les autres pour dire qu'il faut un vrai impôt citoyen en France et qu'un des moyens d'avoir des marges de manœuvre pour faire une vraie réforme fiscale en France, c'est d'avoir un impôt européen sur les bénéfices et d'utiliser le niveau européen pour lutter contre les paradis fiscaux. On va quand même finir
finir par les questions d'actu de la semaine. La séquence habituelle de cette émission, c'est simple, on prend 3 actualités de cette semaine et ça nous permet d'élargir un peu le périmètre et d'avoir votre avis et l'avis de Nouvelle Donne sur d'autres sujets que les sujets économiques ou climatiques. Vendredi 30 mai, par exemple, Mehdi Nemmouche, le Français au profil djihadiste qui est soupçonné d'être le tireur du musée juif de Bruxelles, a été arrêté à Marseille. Sur la menace terroriste, on a aussi des internautes comme Patou, par exemple, qui vous demandent quelle est la doctrine de Nouvelle Donne. Pour le moment, on n'en a pas, parce que ça fait que 6 mois qu'on s'est créé, et donc on pense qu'on est assez efficace sur les questions d'emploi, de logement, d'Europe, de fiscalité, passer là-dessus, et on met en place des groupes de travail, justement, à partir du mois de septembre. Ça fait que 6 mois qu'on existe, donc on ne prétend pas pour le moment avoir des réponses dans tous les domaines, mais j'espère que dans 6 mois, on aura des réponses dans tous les domaines. Et après ça, je pense qu'il y a, au-delà de la question terroriste, je pense qu'il y a une question anthropologique dans notre pays, et que c'est aussi une des raisons du vote Front National, c'est qu'il y a une souffrance. Il y a un vrai questionnement sur qui est l'homme dans cette période. Est-ce que l'homme est basculé d'une crise à l'autre? Je pense que des gens qui s'engagent, ça ne justifie rien. Hein. Mais je pense que, et même notre façon de faire de la politique, ça donne vraiment l'impression qu'on est des nulos. Je pense qu'il y a une souffrance. Non, mais l'autre jour, quelqu'un m'a expliqué que chercher des boucs émissaires, c'est souvent qu'on se sent humilié. Le système économique nous humilie, le système politique parfois nous humilie. Quand un ministre dit que tout va bien alors qu'on sent que ça ne va pas bien, ça veut dire qu'il nous prend pour des couillons. Et donc, quand on se sent humilié, on n'est pas bien et on cherche quelqu'un en dessous sur lequel on peut taper pour montrer quand même qu'on vaut mieux que ça. On vaut mieux que l'image que nous donnent les politiques. Et donc, je ne suis pas philosophe, mais on va réfléchir justement avec des gens. Il y a une souffrance anthropologique. Mon fiston qui est en CM2, l'autre jour, nous a dit qu'on était des homo sapiens sapiens. On nous explique qu'on est des sapiens sapiens. Mais quand on nous voit, on a l'impression qu'on est ballotté d'une crise à l'autre et qu'on n'est pas des sapiens sapiens, que l'homme n'est pas capable de maîtriser son avenir. Donc je pense qu'une des explications du vote FN, ou une des explications s'il y a des jeunes qui pètent les plombs, qui s'engagent dans des mouvements terroristes, c'est qu'il y a une souffrance anthropologique et que non seulement nos politiques ne sont pas capables de répondre sur les questions fondamentales de logement, de chômage, mais qu'en plus ils aggravent cette crise-là. Autre sujet qui fait un peu le beurre du Front National, samedi, des navires italiens ont sauvé en moins de 24 heures plus de 3500 migrants venus d'Afrique du Nord. Quelle est la position de Nouvelle Donne sur l'immigration? Mais là c'est pareil, on a mis en place un groupe de travail. Pardon, mais il y a des partis politiques qui vous disent qu'ils ont réponse à tout, ils ne règlent aucun problème. Nous on pense être efficace sur le cœur de la crise, mais pour le monde, mais dans 6 mois on aura une réponse collective. Mais je vous fais une réponse personnelle. Je pense que c'est jamais de gaieté de cœur qu'un paysan quitte sa terre, puis va dans un bidonville, puis après ça prend une barque pour traverser la Méditerranée en s'endettant et en risquant de mourir. Donc je pense qu'il faudra avoir une vraie politique en matière agricole, en matière de co-développement. Or on montre dans ce livre que la France fait le contraire. On a des grands discours sur la solidarité nord-sud, mais l'an dernier encore, la France a baissé de moins 9% son aide publique au développement, alors que tous les pays de l'OCDE ont augmenté de 6%. La crise financière, elle est la même partout, mais l'ensemble des pays riches augmentaient de 6% leur aide aux pays du Sud et la France faisait moins 9%. Donc, est-ce qu'on est capable, par notre politique agricole, de ne pas foutre en l'air l'agriculture des pays du Sud, d'avoir une vraie politique de co-développement, ce qui permettrait, à mon avis, il y a des milliers de gens qui resteraient dans leur village ou qui resteraient dans leur ville s'ils pouvaient vivre décemment. Et après ça, mieux accueillir les gens quand ils arrivent en France. Moi, mes beaux-parents sont arrivés en France, ils ne parlaient pas un mot de français. Mais ils ont tous les deux trouvé un boulot correct, pas génial, mais payé au SMIC, un logement correct, pas génial, mais ce n'était pas un ghetto. Quand ma femme est arrivée à l'école, elle ne parlait pas un mot de français. Mais l'école a fait son boulot et maintenant elle est professeure agrégée. Donc si on avait en même temps une vraie politique de développement des pays du Sud et en France une vraie politique de lutte contre le chômage, de logement et de services publics, je pense qu'on n'est pas du tout un pays raciste. On est le pays où il y a le plus de mariages mixtes, je pense qu'on a tout, et en plus on est d'un pays qui n'a jamais été aussi riche, on aurait tout pour être un pays de cocagne, mais la question est de savoir, est-ce qu'on organise cette richesse mieux? Alors on risque d'avoir un débat très politisé et très politicien aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec le début de l'examen de la réforme pénale de Christiane Taubira. L'UMP va monter au créneau très fortement. Quelle est votre position, vous, sur ce projet de réforme pénale, sur la contrainte qui prévoit une peine hors mur et sur la situation carcérale en France? Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, je dirais que le bilan de l'UMP en matière de lutte contre la délinquance n'était pas bien meilleur. Vous voyez la courbe du chômage, on ne fait pas la différence entre Sarkozy et Hollande, mais en matière de délinquance, on ne fait pas beaucoup de différence. Un de mes fistons s'est fait braquer 2 fois en rentrant du football à un mois d'intervalle. Une fois on lui a piqué sa montre, une fois on lui a piqué sa veste. Donc la violence, elle flambe partout et on n'a même pas porté plainte. Donc les chiffres de la violence, à mon avis, sous-estiment la réalité. Mais est-ce qu'on se donne les moyens de donner à tout le monde un vrai boulot? C'est rare que quelqu'un qui a un vrai boulot et un vrai salaire braque un adolescent pour lui prendre sa montre. Encore une fois, ça ne justifie rien. Mon fiston a vraiment eu la trouille. Mais quand dans une société où tout le monde a un boulot et tout le monde a un salaire et tout le monde a un logement, il y a quand même beaucoup moins de gens qui font des actes délictueux. Et après ça, est-ce qu'on donne les moyens à la police de choper tous ceux qui méritent d'être foutus en prison? Est-ce qu'on donne les moyens à la justice? Est-ce qu'on trouve effectivement des peines alternatives?
On sait très bien qu'il y a des gens qu'il faut sanctionner. Quelqu'un qui a braqué un adolescent doit être sanctionné. C'est un acte très grave, mais ce n'est pas forcément le mettant en prison avec des gens qui ont fait des choses plus graves qu'on va l'éduquer, entre guillemets, avec des gros guillemets. Donc je pense effectivement qu'il faut se donner les moyens de punir, que la justice et la police aient les moyens, et que les peines alternatives peuvent éviter des récidives. Si le but est d'éviter la récidive, foutre tout le monde en prison dans des conditions de promiscuité assez pénibles n'est pas la meilleure solution. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci Pierre Larouturou d'être venu sur ce plateau, expliquer vos propositions et vous battre pour vos propositions sur notre plateau. Je vous rappelle que La Grande Trahison, je la montre à l'écran, est toujours en vente en librairie chez Flammarion. Donc merci Philippe, merci David. Merci à vous tous de nous avoir suivis comme tous les mardis matins. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. Et d'ici là, restez connectés.